Bonjour et bienvenue à nouveau sur The Crime Reel. Aujourd'hui, nous allons examiner un crime horrible qui a eu lieu dans le Maryland en 1995, qui a détruit une famille innocente et anéanti le sentiment de sécurité d'une communauté pour les années à venir. L'affaire d'aujourd'hui concerne la famille Guth. Irma et David Guth se sont rencontrés à l'école de conduite du comté de Montgomery après avoir reçu des contraventions pour excès de vitesse. Ils ont tous deux fréquenté l'université du Maryland et en 1970, quand Irma avait 21 ans et David 22 ans, ils se sont mariés. Ils ont d'abord vécu dans le quartier de White Oak à Silver Spring, où ils ont eu 4 enfants, 3 filles et un garçon, en l'espace de 7 ans. En 1986, ils ont déménagé à Twining Lane à Potomac, une banlieue huppée du comté de Montgomery. David était un podologue travailleur qui travaillait souvent 6 jours par semaine, tandis qu'Irma gérait ses cabinets tout en jonglant avec les exigences d'une jeune famille. En 1995, leur enfant aîné, Andrea, âgé de 22 ans, venait d'obtenir son diplôme de l'Université de Washington à Saint-Louis avec une double spécialisation en philosophie et en littérature anglaise. Elle avait obtenu une place à la faculté de droit de l'Université George Washington, mais, selon son professeur de philosophie, elle penchait plutôt pour travailler dans un programme gouvernemental pour les enfants défavorisés. En revanche, Sherry, âgée de 19 ans, fréquentait l'université du Maryland, où elle étudiait la nutrition, et travaillait également chez Nordstrom au Montgomery Mall. Leur troisième enfant, Scott, qui avait 16 ans, était en terminale au lycée Winston Churchill. Durant l'été 1995, il avait un emploi dans une épicerie près de la plage à Ocean City, où la famille possédait une résidence secondaire. La plus jeune, Elise, âgée de 15 ans, fréquentait également le lycée Winston Churchill. Elle était très sportive, représentant son école en cross-country et participant à des stages de natation et de tennis. Le 20 juillet 1995, Irma et Scott séjournaient dans l'appartement familial à Ocean City. David, Andrea, Sherry et Elise sont restés à la maison familiale à Potomac, où la famille faisait faire des travaux de décoration dans leur maison. Ce soir-là, Irma et Scott sont allés voir un film de Sylvester Stallone avant de retourner à l'appartement. Ils dormaient lorsque le téléphone a sonné vers 2h du matin. Scott a décroché et on lui a dit que 5 corps avaient été retrouvés dans leur autre maison. Quelques minutes plus tard, un policier a frappé à la porte du condo. Scott avait déjà réveillé sa mère et ils ont été ramenés chez eux. On ne leur a pas donné plus de détails sur ce qui se passait, et à chaque frontière de comté, ils devaient changer de voiture de police. Le trajet a semblé durer une éternité. Lorsqu'ils sont arrivés à Potomac, ils ont reçu la terrible nouvelle que David, Andrea, Sherry et Elise étaient tout morts. Le 5e corps appartenait à l'homme qu'ils avaient engagé pour faire leur décoration, Mark Aldridge, âgé de 30 ans. À 20h30 la veille au soir, un appel au 911 a été passé depuis la maison. L'appelant n'a pas parlé et a raccroché. Des policiers ont été envoyés à l'adresse où ils ont inspecté l'extérieur de la maison. Ils n'ont rien trouvé d'inhabituel et lorsqu'un voisin leur a dit que la famille était peut-être en vacances, ils sont partis sans poursuivre l'enquête. 2 heures plus tard, vers 22h45, un deuxième appel au 911 a ramené les policiers à la maison. À leur arrivée, un homme nommé Bruman Alvarez, vêtu de vêtements tachés de sang, les a laissés entrer. Bruman, âgé de 20 ans, était un ouvrier que Mark avait engagé pour aider à décorer la maison de la famille. Bruman a dit à la police que Mark avait tué David et ses 3 filles, et qu'en conséquence, il avait ensuite tué Mark. La mère de Bruman a déclaré dans une interview à la chaîne WUSA Télévision que son fils lui avait dit qu'il avait tué Mark avec un marteau en légitime défense. Après que Mark l'a eu appelé à l'intérieur de la maison et lui a demandé de l'aider à enterrer le corps de David. Cependant, les preuves racontaient une autre histoire et Bruman a été arrêté et inculpé de 5 chefs de meurtre au premier degré.
Bien qu'au départ le mobile de l'attaque ou la possible implication d'autres personnes ne soit pas clair, la police n'a pas tardé à démêler toute l'histoire. Mark avait déjà effectué des travaux de décoration pour la famille et avait également embauché Brooman par le passé. Irma avait déjà vu Brooman lorsqu'il avait effectué des travaux dans le bureau du couple à Silver Spring et avait demandé à Mark de ne pas l'amener chez elle. Avec 3 filles, elle ne voulait pas que des hommes inconnus traînent autour. Cependant, Mark avait décidé d'utiliser Brooman quand même. Cette décision lui a finalement coûté la vie. Plus de 2000 personnes ont assisté aux funérailles de Goof le dimanche 23 juillet 1995. Les éloges de ses amis ont décrit une famille soudée, active dans sa communauté. Après la cérémonie, les 4 membres de la famille ont été enterrés lors d'une cérémonie privée dans un cimetière à Adelphi. Des funérailles privées pour le décorateur Mark, auxquelles ont assisté environ 300 membres de la famille et amis ont eu lieu le lendemain. Sa femme était enceinte de 8 mois de leur premier enfant à ce moment-là. Des amis ont rapporté que, comme Mark n'avait aucune assurance vie, sa femme était confrontée à de graves difficultés financières imminentes. Le quartier a été sous le choc. Le résident Gary Bortnick a déclaré « C'est un quartier soudé. Tout le monde se connaît. Vous engagez un peintre et vous mourrez. C'est incroyable. » Carol Merling, la chef de la police du comté à l'époque, a déclaré que le comté de Montgomery avait connu l'un de ses crimes les plus odieux. Cette communauté a été choquée, en colère et attristée par ces meurtres brutaux. C'est une scène bouleversante à regarder. Pendant ce temps, Brooman s'est vu refuser la liberté sous caution, et une audience préliminaire a été fixée pour août 1995. Au lieu de célébrer son 25e anniversaire de mariage avec son mari et ses filles en août, Irma devait faire face à la perte de 4 membres de sa famille dans les circonstances les plus brutales. À l'audience, on n'a pas précisé comment ni pourquoi la famille avait été tuée, ni l'arme utilisée. Cependant, des articles de presse ont rapidement révélé qu'une autopsie de la plus jeune fille, Elise, âgée de 15 ans, avait montré qu'elle avait été agressée sexuellement et retrouvée morte poignardée. Dans un placard à l'étage, David a été battu à mort avec un marteau dans la salle de bain et Mark avait été poignardé à mort dans une chambre au sous-sol. Andrea et Sherry avaient également été poignardés à mort. Les documents du tribunal ont montré que Brooman avait dit aux policiers que Mark avait tué la famille, mais qu'il avait admis avoir tué Mark. Il a déclaré qu'il avait tué Mark vers 16h ce soir-là, puis qu'il avait déplacé son corps de la cuisine du premier étage au sous-sol. Brooman a également déclaré qu'il avait nettoyé la maison et falsifié des preuves sur la scène du crime pendant les 7 heures qu'il a passées dans la maison avec les 5 corps. Il a également admis avoir volé $40. En réalité, Elise était restée à la maison toute la journée et lorsque Mark s'est parti vers midi, Brooman a agressé sexuellement et tué Elise. Mark est revenu à la maison vers 13h, puis David est arrivé à 14h30. Sherry à 17h30 et Andrea vers 17h45. À mesure que chaque personne entrait dans la maison, Brooman les attaquait et les tuait. En septembre, Brooman a également été accusé d'agression sexuelle, d'enlèvement et de vol à main armée. Le mois suivant, le juge a enregistré un plaidoyer d'innocence au nom de Brooman, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles son équipe de défense allait plaider la folie. Le procès a été reporté afin de permettre la réalisation de nouveaux tests acides désoxyribonucléiques et la vérification des faits par les experts de la défense. En juin 1996, il semblait que l'affaire allait être rapidement résolue. Un accord de plaidoyer dans lequel Brooman évitait la peine de mort, mais serait condamné à 6 peines de prison à perpétuité consécutive. Une pour chaque meurtre et une pour l'agression sexuelle. Un accord avait été négocié pour Elise, mais à la dernière minute, Brooman s'est retiré de l'accord de plaidoyer. Il était contrarié d'avoir été photographié devant le tribunal et craignait que sa grand-mère, qui était en Équateur, ne le voie menotté à la télévision. L'espoir du procureur du comté de Montgomery, André Soners, d'éviter un long procès semblait réduit à néant, et un juge du comté de Montgomery a dû émettre une ordonnance interdisant de photographier les prisonniers n'importe où sur le terrain du tribunal, y compris sur le parking.
Irma avait soutenu que la peine de mort ne soit pas poursuivie. C'était dans l'ombre de l'affaire O.J. Simpson. Elle ne voulait pas d'un procès très médiatisé qui tournerait au cirque, et elle savait que l'accord de plaidoyer signifierait tout de même que Brooman ne serait plus jamais un homme libre. L'accord a finalement été rétabli, et Brooman a été condamné le vendredi 26 juillet 1996 à 6 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de sa comparution devant le juge, il s'est effondré et a présenté ses excuses pour les meurtres. Brooman reste incarcéré à l'établissement correctionnel de l'Ouest à Cumberland, dans le Maryland. Irma Estotoise est retournée chez elle 4 mois après les meurtres. Bien que certains aient de questionner son choix de rester, elle a trouvé du réconfort chez elle, entourée de ses affaires et souvenirs. Ensuite, elle a dû faire la chose la plus difficile de toutes, reconstruire sa vie, d'autant plus qu'elle avait un fils de 17 ans qui avait besoin d'elle. Scott dira plus tard que la thérapie de sa mère était de s'occuper de lui, subvenir à ses besoins, l'envoyer à l'université, organiser ses 18 ans et le nourrir. « J'ai mené ma vie et c'est ce qu'elle voulait. Donc quoi qu'elle ait fait, elle l'a bien fait. » Attention, suivre les meurtres mettait Irma mal à l'aise et elle a refusé les demandes d'interview des médias ainsi que les suggestions d'écrire un livre. Elle n'a parlé publiquement du crime qu'à 2 reprises, lors d'une interview télévisée avec Wendy Rieger de NBC Force en février 2012 et lors d'une interview publiée en 2005. Elle est restée vivre à Twining Lane pendant 6 ans et s'est même remariée là-bas 5 ans après les meurtres. Malgré les événements dévastateurs auxquels Irma et Scott ont dû faire face cette nuit-là, ils ont fait preuve d'une force inégalée pour reconstruire leur vie. Scott est maintenant marié, a ses propres enfants et reste très proche de sa mère. Voilà, c'est la fin de notre histoire pour aujourd'hui. Mais la condamnation dans cette affaire en particulier m'a fait réfléchir. Pour éviter la peine de mort, Brooman a accepté un accord qui l'a condamné à 6 peines de prison à vie consécutive sans aucune possibilité de libération. Indépendamment de ce que vous pensez sur le fait que la peine de mort devrait ou non être une option, quelle punition est la pire ? Brooman avait 20 ans lorsqu'il a commis ce crime. Et donc, avec une espérance de vie moyenne, il passerait probablement environ 50 à 60 ans confiné dans une cellule de prison. Si vous deviez choisir, opteriez-vous pour la vie plutôt que la mort ? Je serais très intéressé de connaître vos avis dans la section des commentaires ci-dessous. Donc après avoir terminé cette affaire, j'ai fouillé dans mes emails et j'ai trouvé ça. Un bon ami de la chaîne, Steph Carlo, qui vient du Maryland, m'a en fait suggéré cette affaire. Merci pour la suggestion, Steph. Le 17 novembre 2022, passons désormais au petit délit. Rebecca de Louisville dans le Kentucky a envoyé Loki. Son nom vient du dieu nordique de la malice, un chien de 13 ans qui adore les câlins et qui pleure même quand il ne peut pas s'asseoir sur vos genoux, dit Rebecca. C'est un siamois moitié lynx point et il a une sœur chatte qui s'appelle Olive. Loki semble aimer tout le monde qu'il rencontre et il a même élevé une portée de chatons orphelins et il les a généreusement laissés téter sur lui. Merci Rebecca, heureux de rencontrer Loki. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Restez prudent. Au revoir Mark Aldridge. Le décorateur tué dans cette affaire est finalement devenu père. Le 2 août 1995, sa femme, Maggie, a donné naissance à une fille à l'hôpital Holy Cross à Silver Spring. Au revoir.